suivre partout à travers le monde, comme nous le disons chaque semaine, c'est le jour et l'heure de la page rétrospective de la semaine sur votre chaîne Le Reflet de Kinshasa. Plus de moins 40 minutes, nous allons analyser, nous allons commenter ce qu'a été l'essentiel de l'actualité de la semaine sur ce plateau. Je reçois pour vous un cadre de l'UDPS, notable de la commune de Matete, je cite Diabanza Mouanane, à qui je dis bonjour. Bonjour. Ça fait un moment qu'on ne vous retrouve plus. Oui, il s'est fait que par rapport aux activités de terrain, par rapport à ma commune, les activités du parti aussi. Et de temps en temps, nous sommes dans l'obligation de fois d'accompagner les cadres du parti en ce qui concerne réellement la redynamisation du parti à l'intérieur de la République. Oui, la redynamisation du parti, on va en parler. Mais je vous ai présenté aussi comme notable de la commune de Matete. Vous êtes engagé sur plusieurs fronts. Vous avez lancé des pétitions. Vous êtes dans la bataille de la récupération du terrain jusque-là non exploité. Mais en gros, en quelques minutes, si vous pouvez nous rappeler l'essentiel de votre combat pour cette commune réputée sportive. Oui, la commune elle est réellement sportive, mais nous avons un problème réel des infrastructures et nous avons compris. Je suis encadreur sportif aussi avec une équipe de Matete. Je suis encadreur sportif dans une équipe de football, dans un club de judo. Et il s'est fait que je comprends la difficulté de tous les athlètes quant à ce manque d'infrastructures. Et il s'est fait, on avait un terrain, le terrain foyer. C'est un terrain qu'on était en train d'utiliser depuis longtemps, mais il y a eu construction, on a, je dirais, modernisé à l'époque du Premier ministre Matata. Mais il s'est fait, depuis cette construction, il nous est difficile d'y accéder. L'argent que l'on nous demande pour y accéder, c'est 250 à 300, c'est au-delà de nos bourses, pour 90 minutes. Et nous avons estimé avec les amis qu'il fallait mener combat pour qu'on puisse nous restituer ce terrain. Et on va nous apprendre que l'État doit payer 10 millions à tout le constructeur, machin, 10 millions de dollars des francs congolais. En dollars, c'est la somme exigée par ceux-là qui ont construit. Et concernant Matete, les terrains étaient déjà terminés. Et nous avons dit qu'il faut initier une pétition, nous en avons initié. Et pendant que nous étions dans le combat de la récupération, de l'accessibilité pour ce terrain, on va apprendre que le terrain Tchobo, le seul terrain qui nous était resté, était vendu. Vendu, qui a acheté le terrain? Oh non, un opérateur. Un terrain vendu. Un terrain de l'État, il paraîtrait c'était la propriété d'un individu et l'individu a jugé bon de vendre son terrain. Nous avons aussi associé cette revendication à la première revendication qui était l'accessibilité. Maintenant, c'était non-spoliation du terrain Tchobo. On a fait une première marche, je crois, le 30 octobre de l'année passée. Deuxième marche le 18 décembre de l'année passée. Un meeting le 17 janvier de cette année, donc 2022. Une troisième marche le 28 mai de cette année 2022. Et de tout ça à la fin, heureusement pour nous, le président, lors les jours de l'inspection des travaux de Kinshasa. Il est passé à Lemba. À Lemba, nous lui avons fait savoir que le président, il était important. Il y a un problème à Matete. Oui, il y a un problème à Matete, un problème qui risque de causer des morts, comme ça a été le cas avec Vijana, et le président s'est impliqué, séance tenante. Il a dit au gouverneur de la ville, Ngobila, monsieur le gouverneur, au regard de la loi, essayez de vous impliquer pour donner gain de cause à celui qui a raison face à la loi. Et c'est nous qui avions raison, et il va se faire que le gouverneur va donner l'ordre à son adjoint, et l'adjoint va venir, il va exécuter ce qui devait être l'intérêt de Matete, ce qui devait être fait. Donc, la partie que l'on était en train de spolier, on a tout détruit et le combat continue. Séance tenante, le président a dit au Premier ministre Samalou Kondé, il lui a dit essayez de vous impliquer aussi en ce qui concerne les terrains Kembo. Je veux voir clair. J'ai expliqué au président. Cet ancien joueur, cet ancien léopard Kembo, je crois. Ouais, c'est à son honneur. Ouais, le terrain lui est dédié. C'est comme ça que le président même s'est étonné par rapport à la somme des 10 millions. Mais il a dit, j'ai dit au président que nous avons écrit aussi à l'IGF. Nous demandons, parce que nous continuons, on va encore réécrire, parce que jusque-là, il n'est pas encore descendu. Il doit descendre pour savoir qu'est-ce qu'il y a réellement par rapport à tout ce qui se passe concernant le terrain Kembo. Donc d'ici peu, nous allons encore lancer d'autres marches pour ce terrain-là. Avant d'entamer dans le fond ou d'entamer la page rétrospective dans le fond, pouvons-nous dire que vous êtes satisfait?
En partie parce que c'est une petite bataille. Cette bataille-là, nous l'avons remportée, mais ce n'est pas le seul combat qu'on est en train de mener. Il y en a d'autres. Il y a dans une avenue, dans l'une des ruelles du quartier Punda, il y a des arbres que l'on veut couper. On veut couper les arbres. Ce sont des arbres qui longent la rue. Et nous nous sommes impliqués aussi pour demander réellement à l'autorité de la commune de respecter l'environnement. De respecter l'environnement. Et là aussi, on a initié une pétition et ce n'est pas la seule. On a encore une pétition pour Lemba. De l'autre côté de Lemba, il s'est fait que nous avons compris qu'il faut apprendre à notre jeunesse à honorer les valeureux. Et ils ne peuvent pas honorer les valeureux aussi longtemps. Nous ne leur montrons pas ces valeureux. Lemba a connu un homme, Jean-Mathieu Likolo, connu communément par le nom de Modogo. C'est comme ça qu'on l'appelait. Il est l'initiateur de l'équipe Asana depuis 76. Il a encadré Lokose, il est passé là-bas. Il a encadré Jean Kingambo, il est passé là-bas. Bibé Mutombo, il est passé là-bas. Kingambo l'international. Ouais, Kingambo l'international, il est passé là-bas. Jean Moukoulou, il est passé là-bas. De l'Asve Club. Ouais, Mamalé. Il est passé là-bas avant d'être vendu de l'autre côté de l'Esas. Il y a Mimi Orange. Donc, il a pratiquement encadré pendant longtemps sans subvention de l'État. Et ce qu'il était en train de faire dans l'encadrement de jeunes, moi aujourd'hui en tant qu'encadreur, je comprends la difficulté qu'il a connue. Parce que nous ne bénéficions pas des subventions. Donc, je me suis dit, de noms pareils, de gens pareils, nous devons les honorer. Comment alors? On a compris, il y a un terrain, parce que le terrain qu'il était en train d'utiliser à l'époque, ça se trouve au camp Kabila. À l'époque, on l'appelait Kamobutu, mais malheureusement, le terrain a été... il est utilisé comme le policier ont construit des petites maisons, des petites cabanes, ils y vivent, mais nous avons estimé qu'il y a le terrain GD. Le terrain GD aujourd'hui porte le nom de Bruno Tshibala. Nous tentons de lier l'action du Premier ministre avec ce terrain. Nous ne comprenons pas comment est-ce qu'on pouvait baptiser ces terrains. C'est lui qui l'a modernisé. Il l'a modernisé. Mais en tant que Premier ministre, quand tu es en train de le faire, c'est dans l'exercice de ta fonction. Et dans l'exercice de sa fonction, il ne peut pas se permettre de faire un petit terrain de GD sans pour autant que ça soit une politique nationale. C'est insultant. Et partant de cet élément, nous avons estimé qu'il faut initier une pétition, et une pétition que nous sommes en train d'adresser, nous adresserons à l'autorité, à l'Assemblée provinciale de la ville, parce que nous demandons à l'Assemblée provinciale quels sont les critères établis pour baptiser... Ou rebaptiser un terrain. Non, pour baptiser en premier lieu. Pour baptiser un terrain, pour baptiser une rue. Donc nous devons être au courant. Partant de ce critère, nous leur proposons Modogo, parce que Modogo a su se sacrifier sans subvention de l'État pour encadrer le jeune. Et partant de cet élément, la pétition elle est déjà là. Nous demandons aussi au Lembastec de voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'ils peuvent signer. Mais il y a un match des galas que nous organisons à Sana contre le reste du monde les dimanches prochains et les dimanches en 8. Et je crois que ce match-là, tout enfant de Lemba doit venir, parce que ce sera une très bonne chose pour nous. D'abord, il y aura des rencontres, il y aura des échanges, et en plus, nous aurons la possibilité de faire connaître Modogo. Bonne chance dans toutes ces batailles, et espérons que vous irez jusqu'au bout. Je suis jusqu'au boutiste. Entamons cette page rétrospective, comme je l'avais dit, avec cette sélection du vendredi 23 septembre. Le siège de la Caisse nationale des péréquations a vécu une ambiance inoubliable ce vendredi 23 septembre 2022 à l'occasion de la cérémonie des remises et reprises entre mandataires publics sortants et le nouveau nommé par la récente ordonnance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo datée du 3 septembre 2022. En exécution de celle-ci, Madame Françoise Kena et Monsieur Isato Zege, colloqués respectivement ancien et nouveau PCA d'une part, M. Dédé Moulosa et M. Coco Jacques Moulongo, directeur général sortant et directeur général entrant d'autre part, ont procédé à la remise et reprise en présence du secrétaire général à la primature, Paul Mavoulou, qui a présidé cette double cérémonie.
Après la signature des procès-verbaux et l'échange des signataires, ainsi que les allocutions des circonstances prononcées par les principaux protagonistes de la manifestation, le nouveau PCA de la Caisse nationale des péréquations, Izatozege Koloke, a promis de collaborer avec tout le monde, à savoir ceux du cabinet sortant comme entrants. Le DG, c'est que même tous ceux qui sont déjà du cabinet politique sortant seront repris lors des engagements d'office. Donc il ne faudrait pas vous inquiéter pour dire que nous partons, mais c'est fini par rapport à tel ou tel nom. Donc votre expérience, la Caisse en a besoin, et soyez vraiment apaisés et rassurés. Vous êtes déjà les premiers à être pris dans le cadre du processus d'engagement qui va se faire. Évidemment, éventuellement, selon vos CV et selon que les compétences ou le travail de chacun sera reconnu à travers les différentes entrevues qui auront éventuellement lieu. Il s'est dénoté qu'avant d'être nommé PCA de la Caisse nationale des péréquations, l'ingénieur Izatozege Koloke fut gouverneur de la province du Nord Ubangi en 2019. Les désormais présidents du conseil d'administration de la Caisse nationale des péréquations en RDC comptent ménager aucun effort pour redorer l'image de la CNP afin de mériter la confiance du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Diabanza Monanene, je l'ai dit au début, vous êtes cadre du parti présidentiel. Là, nous avons suivi la série des remises et reprises qui attestent la prise de fonction des nouveaux mandataires dans les entreprises publiques. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette dernière série des nominations? Je crois qu'il y a déjà une lueur d'espoir par rapport au décor que nous sommes en train de planter pour ce pays. Il s'est fait qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de dire qu'on a un budget qui peut atteindre déjà 15 milliards, chose pratiquement, je dirais même impossible, avec le régime passé. Et quand nous étions en train de le dire, nous déjà, quand nous sommes arrivés au pouvoir, même les experts de la Banque mondiale, comme de la FMI, ont tenté de dire que nous étions beaucoup plus utopistes. Irréalistes. Ouais. C'est un budget irréaliste, mais aujourd'hui, 12 milliards, ils n'ont pas accepté. Nous étions dans l'obligation réellement de revoir. Et de l'autre côté, il y avait notre ami, comment il s'appelle déjà, Sélé Alagouli, ministre des Finances. Sélé a fait le média pour faire voir que c'était impossible avec un plan de trésorerie de 5 milliards 700. Mais heureusement, Dieu nous a aidés. Et quand on a divorcé, quand on a, comment je dirais, nous nous sommes séparés du FCC. Et en se séparant du FCC... Vous en parlez encore? Ouais, la séparation. La séparation a permis au Congo d'aller de l'avant. Mais parlons de ce budget. Et c'est là où j'en arrive. Et parlons de cela, aujourd'hui, je crois, avec les nouvelles têtes qui sont en train d'arriver, ça serait sûr qu'ils vont accompagner, comme il se doit, la vision du chef de l'État. Une petite question avant de passer à la deuxième sélection. Un budget de 14 milliards, mais l'essentiel de ces budgets est consommé dans la gestion ou par la gestion le fonctionnement des institutions. Non, c'est faux. Ça change quoi? Non, c'est faux. On avait pratiquement un budget de 4 milliards, 3 milliards 500, 4 milliards par rapport à l'exécution. Et la prévision, de fois, ça atteignait 6, 7. Mais l'exécution, c'était 3 milliards 500, 4 milliards. Et des 3 milliards 500, 4 milliards, le pourcentage alloué à la fonction ou au fonctionnement des institutions, malgré le budget a triplé, on n'a pas bougé le pourcentage alloué au fonctionnement des institutions. Depuis belle lurette, ce que nous avons hérité, c'est ce que nous continuons à faire, mais nous estimons aussi qu'il faut revoir à la baisse le train de vie des institutions. Espérons que cette promesse ou ces rappels, ces souhaits exprimés par les chefs de l'État plus d'une fois sera concrétisé. Non, ce n'est plus un souhait, c'est pratiquement, je dirais, une instruction, parce qu'il a dit au cours d'une réunion du gouvernement, et dans la réunion en question, il a dit au Premier ministre de s'y atteler. Les mesures d'application, nous attendons. Suivons cette sélection du jeudi 22 septembre. À
Après plus de 7 heures d'audition à la cour d'appel de Kinshasa Matete, l'ancien conseiller stratégique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, est envoyé à Makala. Cette décision du magistrat peut être justifiée par plusieurs raisons. En quoi le bâtonnier Maurice Kanyama. Si les faits lui reprochés sont considérés comme extrêmement graves par le ministère public, de par les réponses que vous donnez, de par la gravité des faits que vous imputez, il peut vous mettre sous mandat d'arrêt provisoire. Le mandat d'arrêt provisoire permet à ce qu'on puisse vous garder en détention à l'endroit où vous avez les droits de l'homme sont respectés. Je voudrais dire, si pendant ce temps, les cachots du parquet général pour la cour d'appel de Matete étaient pleins, la place à le détenir était la prison centrale de Makala. S'agissant de la suite du dossier, seul les magistrats fixera l'opinion en toute indépendance, renchérit les bâtonniers. Si le magistrat qui a instruit l'affaire estime être suffisamment éclairé, il peut envoyer le dossier en fixation auprès le juge compétent. Celui-ci peut faire passer l'affaire en audience publique pour que le monsieur Tshimanga poursuivi puisse assurer sa défense publiquement ou dans une chambre foraine, ça dépend, ou à huis clos, ça dépend de la susceptibilité de l'affaire, et qu'il fasse valoir ses dires et moyens de défense face au ministère public qui est l'accusateur, si jamais il n'y avait pas une plainte d'un particulier. En attendant, Vydie Tshimanga, ancien conseiller stratégique du chef de l'État, continue à clamer son innocence. Affaire à suivre. Quand vous suivez ce genre de reportages, quand vous suivez ce genre de révélations, quand vous apprenez ce genre de détournements en tant que cadre du parti présidentiel, c'est quoi les sentiments qui vous traversent? Vous sentez déshonoré, vous vous sentez honoré, vous vous sentez à l'aise? C'est quoi? Il n'est même pas membre de l'UDPS. Non, il est conseiller stratégique du chef de l'État. Je crois qu'il n'est pas membre de l'UDPS. Il a été nommé comme tout autre Congolais. Et j'estime que son comportement, c'est à déplorer. Mais ce que je salue dans son acte, c'est le courage d'avoir démissionné. Le courage d'avoir réellement démissionné pour permettre à la justice de faire son travail. Et comme il y a de preuves qui pèsent sur les actes qu'il a posés, c'est à la justice de déterminer l'infraction dont il a commis. Et de cette infraction, je crois qu'il va subir la rigueur de la loi. Mais ça fait une tache d'huile dans l'entourage direct du chef de l'État. Tout le monde en parle aujourd'hui. Ça, c'est une preuve que le chef de l'État est très mal entouré. Non. Un conseiller stratégique. On a à peu près à la présidence une centaine de conseillers. Si un de ces 100 conseillers est considéré, est soupçonné ou je dirais est poursuivi par la justice, ce n'est pas tous les conseillers. Mais on a connu l'affaire Lobo. On a connu l'affaire Lobo. Mais Lobo, ça ne fait pas 100 personnes. C'est aussi un seul individu. On a connu les directeurs du cabinet. Il n'est même pas de l'IDPS, il est de l'UNC. Mais apparemment on arrête et après on relâche par les canaux d'une liberté provisoire. Je crois comme disent les Quinois, Batombo est vide. Nous sommes inquiets par rapport à la manière dont notre justice est en train de faire son travail. Moi, j'estime quelque part il doit y avoir de courageux dans ce secteur de la vie nationale. De la même manière, il y a un courageux aujourd'hui dans les secteurs de l'inspection générale de finances. S'il est honoré, même aux États-Unis d'Amérique, c'est grâce à son travail. Et il peut y avoir de magistrats, de juges et de avocats qui peuvent nous aider dans ce sens-là. C'est important. Mais la justice doit faire pleinement son travail. Mais si ces magistrats ne sont pas libres? Nous, le politique, nous faisons notre travail. Nous luttons pour qu'il y ait réellement indépendance de la justice. Dans la théorie. Dans la théorie. Pendant qu'on est en train d'arrêter un directeur de cabinet, vous dites que c'est dans la théorie. Ce n'est pas dans la théorie, mon frère. Quand on arrête un directeur de cabinet, soyez certain, le juge, le magistrat, c'est sont en sécurité. Et s'il n'est pas en sécurité, il ne peut pas oser le faire. Et si on arrête
un conseiller, pas le moindre du chef de l'État, sois-en certain que le magistrat est sécurisé par la politique, car la politique a fait un effort pour permettre aux juges d'être indépendants. Mais malheureusement, dans le chef de beaucoup d'entre nous, il y a cette politique de 3V. C'est-à-dire voiture, villa, ventre. Et de cette politique qu'on mène de l'argent, les gens laissent réellement faire, parce que la chose la plus importante pour lui, c'est s'enrichir illégalement. S'enrichir derrière le chef de l'État, c'est l'image. S'enrichir derrière le Congolais. C'est l'image du chef de l'État qui salit. C'est s'enrichir derrière le dos du Congolais, car c'est lui le souverain primaire. Mais soyez-en certains, même si la justice se permet réellement de dire que je libère un tel pour telle raison, si les gens ne sont pas convaincus, la sanction politique demeure. La sanction politique demeure, espérons que ça viendra, parce que nous tendons vers les élections. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus se permettre réellement de postuler. Nous avons vu, il était l'impossible n'est pas congolais. Il était hier en prison, l'impossible n'est pas congolais. Il était hier en prison, sorti, arrivé dans un endroit où il mobilise la population, les gens crient « Mbongo Nabiso Moïbi ». Il semble que ce sont des images truquées. Poursuivons avec cette sélection. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Je soutiens que la prétendue collaboration que certains officiels congolais entretiendraient avec les opposants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, dont se servent les dirigeants rwandais pour justifier les agressions répétées de la RDC, est un alibi qui n'est corroboré par aucun fait à néant. Le respect de mon statut spécifique, les Silimed dit non au mauvais traitement des médecins. Voilà quelques messages visibles sur le banderole et autres supports tenus par le Blouse Blanche. Partie de la paroisse Notre-Dame de Fatima où se sont réunis plus ou moins 2000 médecins de la ville de Kinshasa, la marche de Sinamed et Silimed n'a pas dépassé l'arrêt Régie des eaux sur l'avenue des Huleries. Devant ces policiers déterminés à arrêter net cette marche pacifique, les Blouses Blanches ont usé de tous les moyens, mais sans succès. Progressivement, la tension monte entre le médecin et les policiers qui ont recouru à la force, gaz lacrymogène, cordelettes, bâtons pour neutraliser, comme l'attestent ces images, le Blouse Blanche. Blessures bien volées, voilà le fait déploré par les médecins qui ont bravé le soleil durant plus ou moins 3 heures d'occupation du croisement des avenues des Huleries et Colonel Ebea. Nous sommes des médecins, nous avons la dignité, l'honneur. La République qui est censée nous protéger ne nous protège pas. Et c'est grave. Regardez, je suis blessé. Le policier m'a donné un coup, il a pris mon téléphone. Dans ma pauvreté nauséabonde. La circulation routière est restée perturbée de 10h à 13h30 dans ces tronçons, compris entre l'avenue Tombalbaye et Régie des Eaux.
Monsieur Diabanza Monanene, vous avez suivi l'essentiel de l'actualité de la semaine a été consacré à cette journée du mercredi, hein, c'est-à-dire l'adresse du chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Le chef de l'État est sorti de son silence. Il a eu des mots forts pour déranger tout le monde, dénoncer à haute voix, mais aussi pointer du doigt la communauté internationale qui jusque-là reste silencieuse par rapport à l'agression rwandaise. Ouais, je crois quelque part que le président nous a rappelé Lumumba. Le président a eu le courage d'indexer le mal que nous sommes en train de subir réellement de l'autre côté de la partie est de notre pays. Il était important qu'il y ait un courageux à la tête du pays pour le faire. Il a su bien le démontrer qu'il a commencé par l'appel. Donc tendre la main, et nous avons tendu la main et on a tenté de faire voir à notre frère qu'il y a possibilité dans la paix de profiter de nos richesses, mais malheureusement notre frère rwandais était en train de croire que la chose... Vous continuez quand même à les traiter ainsi. Il reste notre frère africain. Il ne va pas cesser d'être notre frère parce qu'il nous fait du mal. C'est un frère à nous, c'est un frère africain. Est-ce qu'il ne faut pas les repousser parce qu'il... Mais c'est un frère qu'on est en train de repousser déjà. Tu ne diras jamais à Abel que Caïn cesse d'être son frère parce que Caïn l'a tué. C'est toujours son frère. Donc il est notre frère africain, on est africains tous, mais malheureusement c'est quelqu'un qui est en train de vivre beaucoup plus pour son intérêt que l'intérêt de la communauté africaine. Non, il vit pour l'intérêt, il travaille pour l'intérêt de son peuple. Non. Si tel était le cas, le Hutu rwandais aurait dit qu'il travaille pour l'intérêt de son peuple. Mais qu'est-ce qu'on est en train de remarquer? Et lorsqu'il est en train d'utiliser le prétexte FDLR, il le fait pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il y a une partie de son peuple qui n'est pas d'accord avec lui. Et ça, c'est évident. Mais partant de cela, et je crois le président du courage qu'il a démontré, je suis fier réellement, moi, personnellement, d'être Congolais et fier d'appartenir à l'UDPS parce que j'ai compris aujourd'hui le Congo a un président qui a la capacité de les défendre. Et non seulement il a défendu la République, il a aussi fait la promotion de la RDC. Il a fait voir qu'aujourd'hui, nous sommes le Jésus-Christ de la nouvelle religion, la religion de l'environnement. Donc, de cette religion environnementale, la RDC, c'est le pays solution. Mais fier du chef de l'État, fier d'être Congolais, ne pensez-vous pas que les chefs de l'État continuent à se plaindre? Est-ce qu'il ne faut pas passer à l'acte? Qu'est-ce que vous appelez? Il faut agir, il faut agir. Bundagana est entre les mains des rebelles depuis 100 jours. Bunagana hier était pour nous une faiblesse. Aujourd'hui, c'est une stratégie qui a permis au monde entier de comprendre qu'il y a deux cas, que le monde est en train de vivre dans le même contexte. Mais les Nations Unies, le cas ukrainien, et le président polonais l'a dit du haut du perchoir, il a si bien identifié le problème, il a dit les Nations Unies doit être impartiale comme organisation. Donc, elle est dans l'obligation, cette organisation, de voir dans la mesure du possible, quand il y a solidarité pour la victime ukrainienne, il doit y avoir la même solidarité pour la victime congolaise. Mais tel n'est pas le cas. Et je crois le président, l'essentiel du discours, lorsqu'il est en train de dire du haut du perchoir, distribuer à chaque pays présent le rapport de l'enquête des experts des Nations Unies. C'est pour faire voir au monde entier que nous sommes en train de subir une agression. Et l'acte qui va suivre, c'est quel acte? L'acte qui suit, ne nous plaignons pas. Il y a une stratégie déjà mise en place pour débouter les rebelles là où ils se trouvent à Bunagana. J'ai dit pour débouter les terroristes là où ils se trouvent même à Bunagana. Mais les chefs de l'État, je ne sais pas, nous tendons déjà vers la fin de nos échanges. Le chef de l'État n'a pas dans son discours prouvé que sa diplomatie n'est pas forte. Parce que ça ne répond pas. Non. Ça ne convainc pas. Non, mon frère, non. Hier, les années passées, c'est le prétexte du Rwanda qui passait. Aujourd'hui, le prétexte ne passe plus. Le président l'a dit.
Il n'y a aucune parcelle de pouvoir avec les FDLR. Aujourd'hui, c'est un mouvement pratiquement résiduel qui n'a plus la possibilité réellement d'inquiéter le Rwanda. C'est nous beaucoup plus qui subissons le malheur du FDLR que le Rwanda. Mais de l'autre côté, le FDLR, les gens sont unanimes que c'est le Rwanda qui est en train d'agresser le Congo. Il fallait en premier lieu sensibiliser le monde entier pour que notre guerre, le combat que nous allons mener contre le Rwanda, ait l'adhésion du monde, quoi. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et aujourd'hui, je crois que le président a su bien faire sa diplomatie. Vous avez suivi avec peut-être déception, peut-être satisfaction, je ne sais pas, la répression de la marche des blouses blanches organisée à Kinshasa. Quelle lecture faites-vous de ces images? C'est avec regret et je crois réellement, je présente directement au nom de mon parti en premier lieu les excuses parce que je crois nous gérons le pays. Malgré il y a ce qu'on appelle alliance et autres pour avoir réellement le gouvernement compte tenu des exigences d'ordre constitutionnel, mais j'estime quelque part c'est notre responsabilité à nous. Et je crois nous on a mené combat, moi je connais la souffrance qu'il y a de gaz lacrymogène, de bastonnage, je connais tout ça. Je ne peux pas accepter qu'un Congolais, qui soit-il, l'on puisse le brémer lorsqu'il veut revendiquer pacifiquement son droit. Et moi, j'ai la chance d'avoir organisé, comme nous sommes au pouvoir, je viens de le dire tantôt pour Matete 3 marches, j'ai vu le ministre de l'Intérieur dire aux gens, après avoir écrit, que encadrer les marches. Notre vision à nous, l'UDPS, par rapport à la gestion de marches pacifiques, c'est d'encadrer. Mais ce qui n'est pas le cas. Vous encadrez les marches qui sont bénéfiques au parti. Non, jamais, jamais. Il ne peut pas se permettre de le faire. Et je crois, vous l'avez vu ici dans la ville-province de Kinshasa, la Mouka a marché à plusieurs reprises. Ça n'a jamais été brimé. Donc il nous faut des enquêtes et nous devons comprendre qu'est-ce qu'il y a eu au juste. L'on ne peut pas humilier le médecin jusqu'à ce point. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord et je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que l'on puisse réellement humilier le médecin à ce point-là. Donc c'est un cadre du pays, c'est quelqu'un à qui nous devons beaucoup du respect. Et je crois que la marche était pacifique. Il serait difficile de voir un médecin jeter une pierre. Il serait difficile d'avoir un médecin injurier, utiliser les insanités. Je crois, nous-mêmes, l'UDPS, c'est déplorable la situation. Donc des fois, je manque de mots, mais je présente des excuses et je crois quelque part que je suis solidaire avec ce médecin-là. J'estime aussi que beaucoup d'entre nous, de l'UDPS, comprenons ce qui s'est passé, cette réalité, et nous serons solidaires. Ça, c'est le message d'un cadre de l'UDPS, hier gazé, hier sous verrou, parce qu'il déclarait, il réclamait ses droits, donc c'est normal qu'il se mette à la place des médecins. Clôturons cette page rétrospective avec cette dernière sélection. Au cours d'un point de presse tenu au siège de la nouvelle société civile congolaise dans la commune de Kasavubu, la NSCC et d'autres organisations de la société civile ont toutes condamné la déclaration du secrétaire général de l'ONU qu'ils jugent incapables de faire face aux rebelles du M23. Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise qualifie la déclaration d'Antonio Guterres faite sur les ondes de RFI et France 24 d'aveu d'impuissance avant d'exiger le départ sans condition de la MONUSCO de la RDC. Les organisations de la société civile signataires du présent communiqué prennent acte de l'aveu d'impuissance des Nations Unies d'imposer la paix en République démocratique du Congo et dénoncent ce vaste complot dont la RDC est victime avec la complicité internationale. Note que si c'était l'Ukraine, le monde entier serait mobilisé par les Nations Unies et le secrétaire général en tête. Appelle toute affaire cessante que la MONUSCO puisse se retirer de la RDC, étant mis dans l'incapacité d'accomplir sa mission en République démocratique du Congo. Appelle
à la mobilisation générale de la population congolaise et de se tenir prête pour une manifestation pacifique de grande envergure contre la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Au cours d'une interview accordée à RFI et France 24, le secrétaire général de l'ONU a déclaré que la MONUSCO était incapable de faire face aux rebelles du M23 qui, selon lui, possèdent des armes modernes. Le départ de la MONUSCO sans condition, c'est ce que soutient la nouvelle société civile, comme tant d'autres Congolais dans la partie Est. Et je crois quelque part, hier, quand le président était en train de communiquer, quant à ceux, il l'a si bien dit, il faut que nous sommes pour un calendrier et nous sommes d'accord pour le départ, mais jusque-là, le calendrier n'est pas encore établi, mais nous y travaillons. Le gouvernement y travaille, nous voulons le départ de la MONUSCO. Et il s'est fait le discours d'Antonio Guterres, quand je suis le coordonnateur de la nouvelle société civile, a permis au monde entier de comprendre qu'il était important pour nous de négocier de l'autre côté de CAC. N'eût été réellement l'apport de nos amis kenyans, burundais, cette structure-là, nous serons en difficulté. Il y a deux éléments qui prouvent à suffisance qu'il nous fallait un autre apport. La MONUSCO, incapable de faire face à la montée du M23. À la puissance de feu du M23. Et de l'autre côté, on remarque réellement le général Yav qui est en train de demander à certains de nos généraux et colonels de lever le bouclier pour faire passer le M23, ça c'est encore à démontrer. Le président l'a dit, et quand le président le dit, il dit ça, ce sont les accusations portées contre lui. Mais c'est la justice qui va déterminer. Voilà. Et c'est ce que je dis. Ceux-là qui l'ont accusé, généraux et autres, au gradé, c'est ce qu'ils ont dit. Et partant de cette trahison, haute trahison, je me dis, du discours d'Antonio, de la trahison à l'intérieur avec une armée en difficulté, nous étions dans l'obligation réellement de chercher des gens qui pouvaient nous aider. Et heureusement, le président avait vu et compris à temps qu'il fallait négocier de l'autre côté de l'Est. Et l'Est sera là d'ici peu, et je crois le Burundi est déjà sur place, le Kenya va entrer par Bunagana, et nous connaîtrons la suite. Le Burundi n'est pas jugé parti. Parce qu'il dans le problème congolais, il n'y a pas le Burundi. Dans le problème congolais, il n'y a pas le Burundi. S'il y a des gens sur qui pèse un peu de suspicion, ça sera l'Ouganda et le Rwanda. L'Ouganda dans la mesure où il y a eu combat entre Rwanda et Ouganda ici chez nous au Congo. Mais ce n'est pas le Burundi et je crois qu'il y a beaucoup d'autres pays qui vont venir à rescousse. D'ici peu, nous allons résoudre la crise de l'Est. Mais aussi avec l'apport de chacun d'entre nous. Tout Congolais doit comprendre que celui qui est en train de mourir à l'Est, c'est son frère. Nous devons cesser de politiser ce qu'il ne faut pas politiser. C'est peut-être parce que vous donnez le ton de la politisation. Non, je ne crois pas. Il y a cette dimension de l'intérêt politique qui caractérise l'homme politique et qui est en train de croire dans tout ce qui est en train d'être fait. Si je ne trouve pas mon intérêt, je n'ai qu'à rejeter. Nous voici arrivés à la fin de cette page rétrospective de la semaine. Et si on vous demandait de résumer en 1 minute l'essentiel de ce qui doit être fait par rapport aux différents sujets traités? Je dirais en premier lieu, Congolais, nous devons nous soutenir par rapport à ce qui concerne la guerre de l'Est. Et je crois le départ de la MONUSCO, c'est imminent, ça doit partir. Et partir, je crois, après les élections, nous n'en aurons plus besoin. Et aussi, je veux demander que nous qui sommes en train de gérer, il faut comprendre quelque part que le Congolais a droit à la vie. Et au nom de cela, il a le droit de revendiquer. Nous devons respecter celui qui est en train de revendiquer et nous devons être à l'écoute du citoyen congolais. Merci beaucoup à M. Diabanza Mwananene, cadre du parti présidentiel, mais aussi notable de la commune de Matete. Merci à vous aussi pour la fidélité, l'attention accordée à cette page rétrospective. Suivez celle-ci en rediffusion lundi à 6h30.